Je tape dans le dur et j'essaie de voir exactement qu'est-ce qu'on peut dire à propos du risque avec un des premiers auteurs qui en parle et puis qui le met en scène, c'est Homère. Homère, il dit que s'il y a quelqu'un qui tente et qui n'a pas peur du risque, justement, c'est Ulysse et puis tous les héros qu'il va présenter les uns après les autres. Et alors, ce qui est très intéressant chez Homère, c'est qu'on a effectivement des personnages qui sont héroïques et ces personnages qui sont très héroïques, nous autres qui faisons une lecture comme ça un petit peu superficielle de l'Iliade ou de l'Odyssée, nous avons l'impression que nous sommes là face à des personnalités qui sont des personnalités fortes, qui prennent des risques considérables. Alors, je prends un exemple que vous connaissez sans doute quand même, hein. C'est Achille qui va régler son compte à Nestor et qui lui fait une course-poursuite terrible autour des murs de la ville de Troie. Et bien sûr, ce que cherche à faire Achille ici, c'est se couvrir de gloire en faisant des actes héroïques. On pourrait presque dire qu'il cherche à se dépasser, qu'il cherche à se transcender. Et lecture moderne qui prend parfois aussi un petit peu des risques qui sont des risques déments. Toutefois, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on continue à lire le texte, on se rend compte que cette scène-là, qui pourrait être une scène de combat, une scène dans laquelle Achille prend des risques qui sont démentiels, on découvre en fait que cette scène, elle est observée du haut de l'Olympe, elle est observée par tout le Panthéon, et par Zeus, et par Athéna. Et Zeus, si vous voulez, il voit l'issue du combat et elle ne l'agrée pas beaucoup. Et pas tout à fait d'accord avec ce qui est en train de se dessiner. Et il aimerait bien que la balance ne penche pas tant que ça pour Achille. Alors il convoque tous les dieux, et alors comme ça il commence un peu à tâter le terrain, et puis il dit qu'est-ce que vous en penseriez si nous influencerions un petit peu le cours du combat, et si nous pouvions un petit peu avantager un plutôt que l'autre. Vraiment, on sent vraiment qu'on est dans une démarche de démocratie participative, hein, parce que Zeus quand même, trop un petit peu quand même, c'est le président du conseil régional, là je n'ai pas de problème, et pourtant il décide de consulter la base. Hein. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est Athéna qui répond au nom des autres dieux, délégués du personnel. Et Athéna intervient, et que fait-elle? Elle ose mettre en garde Zeus lui-même. Elle met en garde le roi des dieux. Elle le menace et lui dit, mais au nom de quoi, toi, prétends-tu être en droit de changer le cours du destin? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans la pensée grecque, il ne faut pas s'imaginer que les dieux se contentent simplement de satisfaire leurs caprices. Dans la pensée grecque, certes, les hommes sont soumis aux dieux, mais les dieux eux-mêmes sont soumis à une force qui est supérieure encore à leur vouloir propre. Et cette force-là, c'est l'ananké, c'est le destin. Et les dieux ne peuvent pas y échapper. Tout à l'heure, on est rentré avec Pascaline dans ce lieu majestueux. On voyait ces tours admirables, ces meurtrières, ces espèces de trucs incroyables. Moi, je m'attendais à voir sortir Thierry Lafronde. Elle me disait, mais on se croyait dans un décor de Notre-Dame de Paris. Et dans Notre-Dame de Paris, au tout début, Victor Hugo dit, dans une cellule où il va y avoir le corps de Quasimodo, je crois, il y a une pierre qui est gravée. Sur cette pierre, qu'est-ce qui est gravé? Ananké. Nul n'échappe à son destin. Destin tragique auquel les dieux même n'échappent pas. Hop, je refais maintenant la focale sur le combat entre Achille et puis Hector. Et donc, Achille et Hector. Et là, on est absolument stupéfait. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que certes, notre ami Achille dispose d'une audace, d'une envie de combattre, d'une capacité à avoir une éthique du dépassement, une valeur. D'ailleurs, c'est un héros. Mais en même temps, ce qui est remarquable, c'est que ce héros, dans quel monde agit-il? Dans quel univers agit-il? Il agit dans un univers dans lequel, au fond, toutes les conduites sont déterminées et réglées, et il n'est nulle place pour l'imprévisibilité. Les dieux même ne peuvent pas changer l'issue du combat. Le combat a été prévu de très longue date par le destin même. Donc ça, c'est assez remarquable parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une conception du risque, qu'une conception du risque qu'on pourrait dire traditionnelle, conception du risque dans une société qui est encore habitée du rapport au divin, qui est encore habitée à l'idée, au fond, qu'il y a des destins qui travaillent les individus. Et certes, on peut estimer, j'ai envie de dire en des termes affectifs, individuels, qui se joue quelque chose qui peut être de l'ordre du courage et de l'audace, mais il n'empêche que les dés ont été jetés avant et qu'au fond, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas de risque pris pour Achille. Il est vaillant, certes, mais en même temps, il est vaillant et confiant dans son destin, quel qu'il soit. Il se voue à son destin. Donc on est un petit peu en difficulté pour parler de risque, parce que ce n'est pas vraiment quelque chose auquel nous sommes nous confrontés. Parce que ici, c'est un risque de la part d'un héros, mais le héros, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il qualifie?
hein, en grec, héros, hieros, hieros c'est le sacré. Donc au fond, toute l'audace ou toute la qualité extraordinaire du héros, c'est quoi? C'est qu'au fond, il est prêt à laisser passer en lui un canal, et c'est le canal du sacré, c'est le canal du divin qui se coule en lui. Donc au fond, le grand mérite du héros, c'est qu'il n'en a aucun. Et le grand mérite du héros, quand il nous donne l'impression qu'il prend des risques, c'est qu'il accomplit son destin qu'il n'a pas choisi. C'est tout le tragique grec. Les Grecs, pourquoi croyez-vous qu'ils ont inventé le tragique? Parce que le tragique, c'est quoi? Tragique. L'autre, elle est amoureuse de son beau-fils. Et vas-y, elle y va. Et l'autre, à la fin, elle se suicide. De toute façon, tu vas voir une tragédie. Je sais pas, tu vas voir une tragédie. Les Grecs, ils inventent une tragédie. Tu paies 16 € à l'entrée. Hein, en drachme ou je sais pas quoi, tu vois, hein. Enfin, tu vas quand même voir une pièce où au début ça va bien, au milieu ça va mal, et à la fin ils meurent tous. Tu vois, c'est ça quoi. Et bien ça n'empêche, les Grecs ils payent 20 €. Tu vois, 11 € s'ils ont la carte du off. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que du côté des Grecs, effectivement, il y a bien une conception du risque, il y a bien une conception de la vaillance, il y a bien la possibilité accordée à la décision par rapport à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'éthique. Mais d'un autre côté, tout ça s'inscrit dans un régime supérieur, et ce régime supérieur, il ne laisse pas en fait la place au libre arbitre. Tout est inscrit dans une détermination, et cette détermination, et j'insiste là-dessus, fait que ce monde-là est un monde qui nous est étranger. Ce monde-là, ce monde du kynounos tel qu'il est pensé par les Grecs, ce monde du rhizikon tel qu'il est pensé par les Grecs, il nous est étranger. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui est marqué au sceau de l'inéluctable, c'est un monde qui est marqué au sceau de la nécessité. Et je vais le dire autrement, au fond, il n'y a pas grand mérite à prendre des risques, parce que les cartes ont déjà été rebattues par avance, et tout a été défini par les dieux auparavant. Accomplir son destin, aller vaillamment au-devant de son destin, quelque part, c'est consentir et se résigner à ce destin. Ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut vraiment prendre la peine de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un cataclysme. Et le cataclysme duquel je vais vous parler maintenant, c'est quoi? C'est un cataclysme qui va être apparent progressivement au XVIIe, XVIIIe siècle. Et ce cataclysme, qu'est-ce qui fait émerger? Qu'est-ce qui fait apparaître? Je vais peut-être le dire avec Pascal, Blaise Pascal. Vous connaissez Blaise Pascal? Voilà. Le silence. Mais voilà, alors lui, trop il est balèze, il connaît Nestor, il connaît Pascal. En fait, c'est mon cousin, je l'ai invité pour qu'il me relance un peu la salle quand on est... Le silence de ces espaces infinis m'effraie.